Donc ici, au niveau de l'iris, comme je disais dans la vidéo précédente, on a bien sur la face antérieure, hein, visible de face, eh bien, on va voir la zone centrale, la collerette et la zone périphérique. Ce qu'on voit ici avec la zone centrale, radiale ici, la collerette, qui est le bord que vous voyez là, et ensuite la zone périphérique, qui est donc plus externe. Ok. Et donc, dans cette zone centrale, on va voir d'office, plus on s'approche, on arrive au rebord pupillaire, hein, ici, le pupillary zone, donc on est au rebord pupillaire. Et puis ensuite, on va avoir la zone du sphincter. Ok, la zone du sphincter, on la voit ici. Donc ici, on a le rebord. Puis ensuite, on a la zone où on a effectivement le muscle du sphincter. Et puis ensuite, la zone des cryptes. Ok, donc on va avoir ici le rebord, la zone du sphincter, et ensuite ici la zone des cryptes, que l'on voit ici. Ok. Je ne sais pas si ici on les voit pas bien, on voit les plis de l'iris mais on voit pas bien les cryptes. Donc ici, on continue du coup avec la collerette. Ok. Et puis ensuite, on va avoir la zone périphérique. Et de nouveau, dans cette zone périphérique qui est ici, hein, la partie verte ici, dans ce ici, eh bien, la zone périphérique, on va avoir de nouveau une zone interne, un sillon de contraction, et puis la zone externe. Ok? Donc, ici, si vous regardez dans votre syllabus, c'est la même chose que vous avez, c'est ce schéma-ci que vous avez dans le syllabus. Hein, et donc, on vous dit, l'iris représente la partie antérieure de la tunique vasculaire choroïdienne de la rétine. Il forme un disque de 12 mm de diamètre perforé en son centre par la pupille qui est légèrement décalée du côté nasal. Okay, donc la pupille n'est pas exactement au centre. Il joue le rôle d'un diaphragme, il repose sur la surface antérieure du cristallin et divise ainsi le globe oculaire en deux chambres, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Okay. La périphérie de l'iris s'insère dans la face antérieure du corps ciliaire et participe à la formation de l'angle iridiocornéen, c'est ce qu'on a vu aussi dans la vidéo précédente. Il mesure 0,1 mm d'épaisseur en périphérie et est fragile au niveau de la racine. Donc il est assez fragile à ce niveau-ci. Il s'épaissit au niveau de la collerette, puis s'amincit au bord pupillaire. Okay, donc il s'épaissit ici, justement au niveau de la collerette, et puis après il s'amincit à nouveau. Okay, donc maintenant si on regarde, donc vous avez à la page suivante la face antérieure, okay, face antérieure de l'iris lors de la mydriase, donc dilatation de la pupille en bas à gauche, et lors de la myosis, contraction de la pupille, c'est la figure 5. Okay. On vous donne justement de nouveau avec les zones A, B, C, mais qu'on ne voit pas très bien, mais donc avec la zone du sphincter, la collerette et la zone périphérique, et ensuite les cryptes. Okay. Donc ici, à nouveau dans le schéma que vous avez de la figure 2, hein, on vous donne ici hein, la zone de la collerette avec les cryptes. Ici, on vous rappelle que c'est bien la zone du sphincter avec la petite circonférence. Et la zone ciliaire, c'est bien celle-ci, la zone ciliaire ou bien la zone périphérique. Et puis ensuite, ici, la grande circonférence. Ok? Donc, la collerette, c'est vraiment ici le premier, disons que vous pouvez le délimiter plus ou moins au niveau du premier pli. Ça va? Et donc, on vous donne chaque fois une proportion en disant, on va avoir le rebord, et puis un tiers, ce serait la zone centrale. Puis la collerette, c'est la limite justement avec cette zone centrale. Donc la collerette, c'est la limite. Et puis après, vous avez 2 tiers qui sont la zone périphérique ou ce qu'on appelle la zone ciliaire. Ça va? Donc vous avez ces différents schémas qui essaient de vous le remontrer. Vous avez la figure 7 à nouveau hein, qui vous montre la collerette. Et puis ensuite, les différentes cryptes. Et les cryptes, c'est justement celles qui vont être ici, juste avant la collerette. Hein. Les cryptes, elles sont là. On ne les voit pas très bien, mais... Ok, donc on vous allez ensuite à la page 63.
Ok, et donc justement, là, on vous donne une description avec la face antérieure de l'iris, avec donc centrale ou pupillaire, périphérique ou ciliaire, et la ligne brisée qui est donc la collerette. La collerette plus précise, donc la zone centrale, pardon, hein, donc elle est constituée de 3 zones, le rebord pupillaire, le sphincter et les cryptes, comme on vient de le dire. La collerette, elle correspond à la limite de résorption de la membrane pupillaire. On y trouve les cryptes de Fuchs ou stomates à la périphérie, près de la racine de l'iris. On trouve des cryptes plus petites qui ne sont visibles qu'en gonioscopie. Chez le nouveau-né, la collerette et les cryptes ne sont pas visibles. Au niveau des zones périphériques, on parle de la zone interne, hein, qui est collée à... Donc la zone périphérique qui est collée... C'est celle-ci, la zone périphérique. Première qui est collée à la collerette. La zone moyenne, qui donc forme les différents plis, hein, qui sont donc les sillons de contraction. Hein. Ici, tac, 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 si ça se contracte, il faut bien que ça fasse des replis. Hein. Et puis après, on a la zone externe avec des cryptes peu profondes. Ici. Ok ? Au niveau de la face postérieure maintenant. Donc là, on était dans la face antérieure. Au niveau de la face postérieure, eh bien, on a les plis de contraction de Schwalbe. Ici, j'ai plus mis de schéma, mais vous l'avez à la page la face. Ouais. Vous l'avez plus ou moins avec la coupe horizontale, mais encore, vous ne l'avez pas tant que ça. Mais donc, vous retenez surtout que on vous dit figure 8 et 9, donc 7, ouais, 8 et 9, c'est donc bien voilà, la partie très schématique hein, avec mydriase et myosis. Okay, où on vous montre justement, bah oui, juste à la page d'après, vous avez la version de derrière, il n'y a pas de schéma, mais en fait, moi non plus, j'en ai pas trouvé. Et donc, le pli de contraction de Schwalbe, hein, qui est un mince sillon radiaire siégeant dans la région pupillaire. Et donc, vous voyez à la page suivante, prenez la page, la figure 8 sous les yeux. Ensuite, vous avez les plis structuraux de Schwalbe. Ok. Et puis ensuite, les plis circulaires. Ok. Donc, les plis circulaires qui sont les plus externes. Ça va? Et donc, vous les situer par rapport à la limite qui est la collerette. Hein? Les plis de contraction de Schwalbe, vous voyez qu'ils sont avant la collerette, puis on a la collerette. Après la collerette, on a les plis structuraux de Schwalbe. Ok? Et puis ensuite, on a les plis circulaires qui sont tout à l'extérieur. Ok? Et puis ensuite, la grande circonférence qu'on a dit qui était fragile, elle répond à la zone ciliaire et à la ligne de jonction sclérocornéenne. Elle est maintenue en place par plusieurs éléments. Okay. Ici, on va... Donc, on voit ici qu'elle est dans la continuité du corps ciliaire, hein, puisque, donc effectivement, la continuité du stroma de l'iris avec celui du corps ciliaire par le prolongement de ligaments et par de nombreux vaisseaux qui proviennent de la face postérieure du muscle ciliaire. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'effectivement, elle continue au niveau du corps ciliaire et vous voyez ça ici, hein, on voit bien une continuité avec le corps ciliaire qui est ici. Et ensuite, on a la petite circonférence, donc on va revenir à notre slide, hop, qui est là, avec la petite circonférence qui a évidemment un diamètre qui est variable, hein, c'est ça qui fait mydriase et myosis, et qui est donc décalé du côté nasal. Ok, ça c'est ce que vous retenez pour la structure générale de l'iris. Maintenant, par rapport à l'histologie, à nouveau au niveau cellulaire, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on a une couche cellulaire antérieure, ici, hein, qui va donc être une couche d'endothélium, c'est une forme d'épithélium. Et puis ensuite, on va avoir la couche limitante de Henle, qui est la membrane basale. De nouveau, c'est comme on voit tout le temps. Hein. On a une couche épithéliale avec une membrane basale. Ensuite, un stroma irien qui est en fait un tissu conjonctif dans lequel on va retrouver le muscle du sphincter de l'iris. Et puis ensuite, on va avoir l'épithélium postérieur, hein, où là, par contre, on aura le muscle dilatateur qui va être collé. Ok ? Donc effectivement, dans ces différentes couches, on va trouver des éléments pigmentaires. Si vous regardez, vous avez à la page 64, okay, l'épithélium antérieur, qui est donc, on nous le dit, riche en fibroblastes. Okay. Ensuite, on va avoir des mélanocytes.
Les mélanocytes qui sont donc plus nombreux dans les régions épaisses de l'iris, et donc la mélanocyte, c'était bien ce qui va synthétiser de la mélanine. On voit qu'à de nombreux endroits, les cellules font défaut, ces cellules font défaut, formant ainsi des lacunes ou cryptes qui mettent l'humeur aqueuse en rapport avec le stroma irien. Okay. C'est de cette couche que dépend la coloration de l'iris. Donc c'est évidemment la partie externe, l'endothelium antérieur. Mais donc on va avoir, et justement, je vous avais dit, c'est par rapport à la synthèse de mélanine ou pas. On synthétise de la mélanine ou on n'en synthétise pas. Si on ne synthétise pas de mélanine, eh bien, on voit les couches inférieures. Okay. Plus on en synthétise, plus cette couche-là, elle va, si vous voulez, cacher toutes les couches qui sont derrière. Et donc ça sera un œil brun par exemple. Et donc ici, on vous montre aussi que c'est justement l'humeur aqueuse, elle va dans certains cas être directement en contact avec le stroma irien. Okay. Justement, grâce au crypte dont on vient de parler. Ensuite, on a la membrane basale, je vous dis, comme d'habitude, on a toujours un épithélium et puis une membrane basale. Okay. Et puis ensuite, qui est donc la couche limitante de Henle. Ensuite, si on continue, eh bien, on a le stroma irien qui, lui, va être composé de fibres de collagène, de fibroblastes, de mélanocytes, à nouveau, de chromatophores, qui va contenir justement des pigments brun-jaune. Et c'est ce que je vous disais, s'il n'y a pas de mélanine par-dessus, eh bien, c'est celle-là qu'on va voir. Et donc, c'est ce qui va donner un ton plus clair. Et puis alors, on a les Kluppenzellen de Koganné, et donc ça, ce sont des cellules qui sont réparties dans toutes les couches du stroma, mais elles sont très abondantes au niveau du sphincter. Okay. Elles sont globuleuses et elles ont des expansions cytoplasmiques avec des gros grains de pigments très sombres et abondants. Okay. La plupart du temps, c'est de la mélanine. Et par contre, elles ont des tailles variables. Et on observe aussi les granules plus clairs qui contiennent des substances lipidiques. Okay. Ça, je ne vous demande pas spécialement de les connaître. Comprendre qu'il y a par contre des mastocytes. Okay. Des cellules se trouvant dans le stroma irien, surtout autour des vaisseaux, et elles possèdent dans leur cytoplasme des formations cristallines. Okay. Donc on va avoir des mastocytes, et puis ensuite c'est là dans le stroma qu'on va trouver le sphincter de l'iris. Donc c'est bien un muscle annulaire qui est plat et perforé de fibres musculaires lisses. Okay. Donc il est entouré de tissus de collagène qui amarrent le sphincter irien au vaisseau, nerfs et tissus conjonctifs de l'iris. Ce muscle est responsable de l'iridioconstriction et il est donc bien gouverné par le parasympathique. Donc ça, c'est bien le parasympathique et ça, c'était bien l'orthosympathique qui permettait la dilatation. Et donc, au niveau de... et donc, ils ne sont pas innervés, oui, ils ne sont pas innervés par les mêmes nerfs, vous vous souvenez? Il y en a un qui suivait le 3 et l'autre qui allait suivre l'ophtalmique, la branche ophtalmique du 5. Et donc, c'est ce qu'on a vu ici. Voilà, on a bien le parasympathique ici au-dessus, avec le nerf ciliaire court, okay, qui suit en fait le nerf oculomoteur 3. Et ici, on va avoir l'orthosympathique qui est innervé par le nerf ciliaire long, qui est la branche du 5, ophtalmique des traits jumeaux. Mais donc, celui-ci, il va s'arrêter au niveau du muscle dilatateur de l'iris, et celui-ci, il va aller innerver le sphincter de l'iris. Donc le parasympathique, il va innerver le sphincter de l'iris. Ok, donc ça veut dire que ici, ça c'est innervé par le parasympathique, ça c'est innervé par l'orthosympathique. Ici, c'est le court, nerf ciliaire court, ici c'est le nerf ciliaire long. Alors, on va avoir au niveau de l'épithélium postérieur, ok, on va avoir une portion basale musculaire, qu'on voit ici, qui est donc le dilatateur de l'iris. Et ensuite, si on continue, on va voir, je vais tourner les pages, épithélium postérieur, et donc on a une couche, ensuite, la couche épithéliale pigmentée postérieure. Okay. Elle couvre toute la face postérieure de l'iris constituée d'une seule couche de cellules polyédriques très pigmentées montrant de nombreuses interdigitations cellulaires. Donc on voit qu'effectivement toutes ces couches vont comprendre des cellules pigmentaires. Celle qui donne la couleur de l'œil, c'est bien la partie antérieure,
Ok, mais on a des cellules pigmentaires ici avec des mastocytes et des fibroblastes.